Chaque matin, elle descendait du bus avec son uniforme usé et la tête basse. Personne ne connaissait son nom, mais depuis son bureau de verre, un millionnaire l'observait en silence, et la vérité finirait par le déchirer de l'intérieur. Le cri transperça le hall de marbre comme un verre qui se brise. « Arrêtez-la, cette femme a quelque chose qui ne lui appartient pas. » Amélie Dubois resta immobile à 2 pas de la porte tambour de la tour Lumière, son sac serré contre sa poitrine et les doigts si tendus que ses phalanges lui faisaient mal. Elle ne se retourna pas immédiatement, ferma les yeux un instant, respira l'air frais de la climatisation et seulement alors pivota lentement vers la voie qui la désignait du haut du grand escalier. Face à elle, le bras tendu et le visage enflammé, se tenait René Laroche, la main droite du propriétaire de tout cet empire. Et derrière René, comme une marée silencieuse, commencèrent à apparaître les visages de dizaines d'employés qui quittaient leur poste, attirés par le scandale, comme les papillons de nuit par la lumière. « Madame Dubois » dit René en descendant les marches une à une, savourant chaque mot. « Ouvrez ce sac, tout de suite, devant tout le monde. » Amélie ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les autres ne l'entendent. Elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac. Elle savait que si elle l'ouvrait, tout ce pour quoi elle avait lutté en silence serait exposé aux yeux de personnes qui n'avaient jamais eu à choisir entre la fierté et la survie. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Le bus de la ligne traversant la ville vers le centre l'avait déposé, comme chaque jour, à 3 pâtés de maisons de la tour la plus haute et la plus brillante du quartier de la Défense. Amélie avait marché ces 3 pâtés de maisons la tête basse, non pas par honte de son métier, mais parce qu'elle avait appris que dans ce monde de vitres polies et de parfums coûteux, il valait mieux devenir invisible. Elle nettoyait les sols de la tour Lumière depuis des années. Elle connaissait chaque recoin de cet immeuble mieux que quiconque. Les couloirs où personne ne passait, les bureaux qui se fermaient à la tombée de la nuit, l'écho de ses propres pas quand le monde entier était déjà rentré chez lui et qu'elle frottait encore les baies vitrées du dernier étage. Elle était la première à arriver et souvent la dernière à partir. Et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais rien pris qui ne lui appartienne. Jusqu'à ce matin. « Êtes-vous sourde ?» insista René en se plantant à 1 mètre d'elle, les bras croisés. « Je vous donne l'occasion de clarifier cela. La caméra du couloir des fournitures vous a filmé en train de ranger quelque chose. Alors vous pouvez ouvrir le sac à l'amiable, ou j'appelle la sécurité, et nous le faisons par la force. » Un murmure parcourut le hall. Certains employés sortirent discrètement leur téléphone. D'autres chuchotaient entre eux, se cachant la bouche avec la main. Amélie sentit chaque regard se planter dans sa peau comme des aiguilles. Elle reconnut des visages qu'elle avait salués pendant des années avec un sourire aimable. Des visages qui l'observaient maintenant avec cette curiosité cruelle que les gens réservent au malheur des autres. « Je n'ai rien volé », dit enfin Amélie, et sa voix fut plus ferme qu'elle ne l'espérait elle-même. « Ça, nous verrons », répondit René. C'est alors que dans le silence tendu du hall, on entendit le doux son de l'ascenseur privé s'ouvrir et de la sortie. Maxime Laroche, propriétaire et président du groupe d'entreprise qui portait son nom, fit quelques pas et s'arrêta en haut du grand escalier. Il ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Sa seule présence suffit à ce que le murmure s'éteigne brusquement, comme une bougie que l'on souffle. C'était un homme habitué à ce que le monde se taise quand il apparaissait. Ses yeux parcoururent la scène, sa sœur pointant du doigt, les employés attroupés et, au centre de tout, cette femme en uniforme de nettoyage qu'il avait vue 1000 fois sans jamais vraiment la voir. Une silhouette en arrière-plan, un meuble de plus dans sa tour de verre. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il avec cette voix basse et contrôlée qui effrayait plus que n'importe quel cri. « Nous arrêtons un vol, mon frère », dit René en relevant le menton. « Les inventaires ne correspondent plus depuis un certain temps. Il manque de la marchandise à l'entrepôt et aujourd'hui, enfin, la caméra a montré la responsable. » Maxime descendit lentement les marches. Chaque pas résonna sur le marbre. Il s'arrêta devant Amélie, si près qu'elle put percevoir l'arôme froid de son eau de toilette. Il la regarda de haut, avec cette distance glaciale de celui qui regarde quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'au fond, il n'est pas intéressé à comprendre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Amélie leva les yeux, et pour la première fois en toutes ces années, ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme qui signait son chèque chaque mois. Il y avait quelque chose dans ce regard qu'il ne sut nommer. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la culpabilité, c'était autre chose. C'était la fatigue de celui qui a supporté trop de choses pendant trop longtemps. « Je n'ai jamais rien volé à personne, monsieur, dit-elle, de toute ma vie. »« Alors ouvrez votre sac, » intervint René. « Si vous n'avez rien à cacher, cela ne vous coûtera rien. » Le hall entier retint son souffle. Un jeune comptable murmura « Qu'elle l'ouvre, qu'elle l'ouvre !» Une femme âgée secoua la tête, mal à l'aise. Quelqu'un d'autre leva son téléphone un peu plus haut. Amélie regarda le sac qu'elle serrait contre sa poitrine. Elle regarda Maxime.
Elle regarda la foule qui attendait son humiliation comme on attend la fin d'un film, et comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les mains tremblantes, non pas de peur mais de rage contenue, elle fit un pas vers le comptoir de la réception. Elle posa le sac sur la surface de marbre avec une délicatesse étrange, comme si elle y cachait quelque chose de fragile et de sacré. Elle souleva le rabat et l'ouvrit. « Allez-y », dit-elle sans regarder personne. « Regardez, regardez ce que je suis capable de voler. » René s'approcha avec un sourire de triomphe et plongea la main dans le sac. Son sourire se figea car elle n'en sortit ni bijoux, ni argent, ni la précieuse marchandise qui manquait à l'entrepôt. Elle sortit un par un les objets que cette femme portait sur elle chaque jour de sa vie. Un petit flacon de sirop pour la toux, presque vide, une paire de gants de travail rapiécés avec du fil, un demi-pain enveloppé dans une serviette en papier, gardé pour plus tard, et au milieu de tout cela, tomba au sol, roulant sur le marbre poli, une petite chaussure d'enfant usée, petite, avec la semelle décollée, et attachée avec un lacet pour qu'elle ne s'ouvre pas. Le hall devint silencieux. René resta la main en l'air. Sans savoir quoi faire, le jeune comptable baissa son téléphone. La femme âgée porta la main à sa bouche, et Amélie, la dignité intacte, malgré tout, se pencha lentement, ramassa la petite chaussure du sol et la serra contre sa poitrine, comme si on venait de lui arracher un morceau de son âme. « Vous voyez, dit-elle, et sa voix se brisa à peine enfin. Juste ce qu'il fallait pour que ça fasse mal. C'est mon grand butin, c'est ce que je ramène à la maison. Vous pouvez rire maintenant. » Personne ne rit. Maxime observait la scène sans bouger. Quelque chose en lui, quelque chose qui était resté fermé à clé pendant des années, se remua sans permission. Cette petite chaussure, cette femme agenouillée, cette scène si petite et si énorme à la fois. « Il doit y avoir une erreur », murmura René en reculant d'un pas. La caméra. La caméra l'a filmé en train de ranger quelque chose de l'entrepôt. « J'ai rangé un flacon de sirop », répondit Amélie en se levant. Un seul de ceux que l'entreprise allait jeter parce qu'ils allaient périmer. Je l'ai demandé au responsable de l'équipe de nuit, et il m'a dit de le prendre, qu'ils allaient de toute façon à la poubelle. Elle referma son sac. Si cela fait de moi une voleuse devant tout le monde, alors allez-y, appelez la police. Mais avant, je veux que tous me regardent en face. Je veux qu'ils me regardent bien. Et il se passa quelque chose que personne n'attendait. Les employés, un par un, baissèrent les yeux. Aucun ne fut capable de la soutenir. Ce fut à cet instant, tandis qu'Amélie ramassait ses affaires du comptoir, que Maxime remarqua quelque chose. Du fond du sac, à moitié tombé, dépassait un morceau de carton plastifié, une vieille carte d'employé, de celle que la Tour Lumière avait cessé d'utiliser des années auparavant. Elle était si usée que la photographie était à peine visible, mais il la distingua. Maxime se pencha, presque sans se rendre compte de ce qu'il faisait, et prit la carte avant qu'elle ne puisse la ranger. Il l'approcha de ses yeux, et le visage de cet homme puissant, l'homme qui ne perdait jamais son sang-froid, changea complètement. Le sang se retira de son visage, ses lèvres tremblèrent. Sur cette photographie floue, il y avait un jeune homme, souriant, portant le même uniforme que les ouvriers utilisaient auparavant. Et sous la photo, un nom imprimé que Maxime lut une fois, puis encore comme s'il ne pouvait pas y croire. « D'où » Sa voix sortit rauque, presque inaudible. « D'où tenez-vous cela » Amélie le regarda sans comprendre le tremblement de son patron. Elle tendit la main pour récupérer la carte. « C'est la mienne », dit-elle avec fermeté. « C'est la seule chose qui me reste de lui. Rendez-la-moi. » De lui, Maxime ne lâcha pas la carte. Ses yeux allaient de la photo au visage de la femme, cherchant quelque chose, faisant le lien qu'il refusait de faire. « Qui est cet homme pour vous » Et Amélie, sans savoir que cette réponse était sur le point d'effondrer le monde entier de Maxime Laroche, prononça les mots qui laisseraient le hall entier dans un silence absolu. « C'est le père de mon fils, l'homme qui a travaillé pour votre entreprise jusqu'au dernier jour de sa vie et l'homme que votre famille a laissé mourir. » La petite chaussure tomba de nouveau au sol, et cette fois, personne n'osa la ramasser. Le silence du hall pesait comme une chape de plomb. Maxime Laroche tenait toujours la vieille carte entre ses doigts, et malgré la force avec laquelle il la serrait, il ne parvenait pas à empêcher les lettres de trembler devant ses yeux. Romain Leclerc, ce nom, ce jeune visage souriant sur la photographie floue, un nom qu'il avait prononcé à voix basse trop de nuit. Un homme qu'il croyait enterré avec la partie de sa vie qu'il avait décidé d'oublier. « Vous tous, retournez à vos postes », dit-il soudainement, sans élever la voix. Mais il y avait quelque chose de si brisé dans son ton que personne n'osa désobéir. Les employés se dispersèrent lentement, regardant en arrière, chuchotant. René fit un pas vers son frère. « Maxime, tu ne peux pas croire cette femme. »« Retourne à ton bureau, René », la coupa-t-il sans la regarder. Alors René ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le visage de son frère la fit ravaler ses mots. Elle partit, ses talons claquant furieusement sur le marbre,
non sans lancer à Amélie un regard acéré, le regard de celle qui n'oublie ni ne pardonne une humiliation publique. Et alors, ils restèrent seuls. L'homme le plus puissant de l'immeuble et la femme qui nettoyait ses sols, face à face avec une petite chaussure d'enfant toujours posée sur le sol entre eux. « Accompagnez-moi », dit Maxime. « Je ne compte aller nulle part avec vous », répondit Amélie, ramassant la petite chaussure et la rangeant dans son sac. « Vous avez eu votre spectacle. Je rentre chez moi. S'il vous plaît. » Le mot lui parut coûter un monde, comme si ses lèvres n'étaient pas habituées à le former. « Seulement, j'ai besoin que nous parlions en privé. » Il y eut quelque chose dans ce « s'il vous plaît » qui désarma Amélie plus que n'importe quel ordre. Elle le regarda longuement, et peut être parce qu'elle était fatiguée, peut être parce qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un dans cet immeuble la regarde vraiment dans les yeux, elle acquiesça. Le bureau du dernier étage était un monde à part. Des baies vitrées du sol au plafond, la ville entière s'étendant en contrebas comme un tableau de lumière. Amélie avait nettoyé cet espace des centaines de fois, toujours à l'aube, toujours seule. Elle connaissait chaque centimètre de cette moquette, chaque grain de poussière de ses étagères, mais elle n'y avait jamais été avec quelqu'un, jamais en pleine lumière. Elle se sentit étrangement mal à l'aise, debout au centre de la pièce qu'elle-même maintenait impeccable. Maxime posa la carte sur le bureau avec soin, comme si elle était en verre. « Parlez-moi de Romain », dit-il en s'affalant dans le fauteuil. « Dites-moi tout, s'il vous plaît. » Amélie serra son sac contre ses genoux. « Pourquoi cela vous importe-t-il ? Pour vous, ce n'est qu'un nom sur une vieille carte. Vous vous trompez, murmura-t-il. C'est bien plus que cela. » Elle l'observa avec méfiance, mais il y avait quelque chose dans la manière dont cet homme regardait la carte, un mélange de douleur et de culpabilité, qui la fit hésiter. Elle respira profondément et commença à parler avec la voix de celle qui exhume une tombe. Romain est entré dans cette entreprise alors qu'il était presque un garçon. Dans le service de maintenance, sur les machines du sous-sol. Il était le meilleur. Tout le disait. Il pouvait tout réparer de ses mains. Un sourire triste lui échappa. Il est tombé amoureux de moi à l'arrêt de bus, vous savez. Il me voyait tous les matins et n'osait pas me parler. Il a mis des semaines à trouver le courage. Nous nous sommes mariés avec le peu que nous avions. Nous étions heureux, très heureux. Elle fit une pause. Ses doigts serrèrent le sac. Quand notre fils est né, Romain a pleuré de joie. Il disait qu'il allait lui donner tout ce qu'il n'avait jamais eu. Il travaillait des doubles, des triples services. Il n'a jamais manqué un seul jour, ni quand il était malade, ni quand il pleuvait, ni quand son corps ne répondait plus, parce qu'il avait peur. Peur que s'il s'absentait, on le remplace. C'est ainsi que ça fonctionne pour ceux qui travaillent en bas, Monsieur Laroche. On est remplaçable, on est un numéro. Maxime baissa le regard. Un jour, il y a eu un accident au sous-sol, continua Amélie, et sa voix devint plus dure. Une des vieilles machines, celle qui n'avait pas été entretenue depuis des années parce que quelqu'un avait décidé que les réparer coûtait trop cher. Romain était en dessous quand elle a cédé. On l'a sorti avec le dos brisé. On lui a dit qu'il se rétablirait. On lui a dit que l'entreprise prendrait tout en charge. Elle leva les yeux et ses yeux brillaient. Ils ont menti. Le silence devint épais. Quand le traitement a commencé à coûter de l'argent réel, quand il est devenu clair que Romain ne marcherait plus comme avant, l'entreprise l'a jeté. Comme on jette une machine cassée, ils lui ont refusé l'indemnisation. Ils ont dit que l'accident était de sa faute pour ne pas avoir suivi les protocoles, les mêmes protocoles qu'ils n'ont jamais mis à jour. Ils nous ont noyés sous les papiers, les avocats, les signatures qui n'arrivaient jamais. Et pendant ce temps, Romain s'éteignait dans un lit, incapable de travailler, nous voyant sombrer. Une larme roula sur sa joue, mais sa voix ne trembla pas. Nous avons tout vendu, tout, même l'alliance, et ce ne fut pas suffisant. Le bon traitement coûtait plus que ce que 2 vies entières, comme la nôtre, pouvaient payer. Romain a tenu aussi longtemps qu'il a pu, pour nous, pour son fils, mais un corps a une limite, monsieur. Elle essuya la larme du revers de la main. Il est parti un matin, en silence, comme il avait vécu. Et la dernière chose qu'il m'a dite fut de prendre soin de l'enfant et de ne haïr personne, car la haine ne ramène pas les morts. Le bureau resta silencieux. En bas, la ville continuait de briller, indifférente. Maxime avait porté une main à sa bouche. Sa respiration était devenue saccadée. Quand parvint-il à demander? Quand tout cela est-il arrivé? Des années auparavant, répondit Amélie. Assez pour que vous l'oubliez, pas assez pour que je le fasse. Maxime se leva du fauteuil, marcha jusqu'à la baie vitrée et appuya son front contre le verre froid. Ses épaules qui soutenaient un empire, tremblaient. « J'ai connu Romain Leclerc », dit-il, la voix brisée. Amélie se leva brusquement. « Quoi ?» Ce n'était pas seulement un employé. Maxime se retourna et c'était maintenant lui qui avait les yeux remplis de larmes. Avant tout cela, avant la tour, avant l'argent, nous n'étions que 2 garçons. J'ai aussi commencé par le bas, même si je me suis efforcé de l'oublier.
Romain et moi chargions des cartons dans le même entrepôt, quand l'entreprise de mon père n'était qu'un hangar et un camion emprunté. Il passa la main sur son visage. Une nuit, il y a eu un incendie dans cet entrepôt. Je suis resté piégé entre les cartons. Tous ont fui. Tous, sauf un. Sa voix se brisa complètement. Romain est revenu pour moi. Il m'a sorti en me portant sur son dos pendant que le toit s'effondrait. Il m'a sauvé la vie, madame. Votre mari m'a sauvé la vie. Et moi, je l'ai payé en laissant ma propre entreprise le traiter comme un déchet. Amélie resta sans voix. La pièce entière sembla s'incliner. Vous saviez qui il était. Je ne le savais pas, confessa Maxime. C'est l'horreur. Quand son accident est arrivé, j'étais à l'étranger pour conclure des affaires, aveugle à tout ce qui se passait dans mes propres sous-sols. J'ai signé des dizaines de documents sans les lire. J'ai délégué, j'ai fait confiance. Et quand je suis revenu, Romain n'était plus qu'un dossier classé, un cas de plus résolu. Je n'ai même pas reconnu son nom sur les papiers, parce que je n'ai même pas pris la peine de les lire. Il s'effondra de nouveau dans le fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. J'ai passé des années à le chercher, vous savez. Quand enfin je me suis souvenu, quand enfin j'ai voulu le remercier pour ce qu'il avait fait pour moi, il était déjà trop tard. Personne ne savait où était sa famille. Ils avaient disparu. Et vous étiez là tout ce temps, à nettoyer mes sols, à porter sa carte dans votre sac, et moi je passais à côté de vous chaque jour sans vous voir. Un sanglot silencieux secoua les deux. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, unis par un mort qui les avait aimés tous les deux à sa manière. Mais Amélie cessa peu à peu de pleurer et quand elle reprit la parole, sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix de la veuve, c'était autre chose, quelque chose de plus froid, de plus résolu. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, monsieur Laroche. Maxime leva le regard. Je ne suis pas arrivé dans cette entreprise par hasard, dit-elle très lentement. Ce n'est pas le destin qui m'a mise à nettoyer vos sols. C'est moi qui ai cherché ce travail. Pendant des mois, j'ai envoyé des candidatures avec un autre nom, avec des documents qui cachaient mon identité. J'ai fait tout mon possible pour entrer ici, dans cette tour, sans que personne ne se doute de rien. Pourquoi ? Demanda-t-il, la voix à peine audible. Parce qu'avant de mourir, Romain m'a dit une dernière chose, quelque chose que je ne vous ai pas raconté. Amélie s'approcha du bureau et ses yeux brûlaient. Il m'a dit que son accident n'était pas un accident, qu'il avait découvert quelque chose dans ses machines, quelque chose que quelqu'un au sein de cette entreprise ne voulait pas voir éclater au grand jour, et que c'est pour cela qu'ils l'ont réduit au silence. Le visage de Maxime se vida de toutes couleurs. « Je nettoie ces sols à l'aube depuis des années, monsieur, » dit Amélie. Seule avec les clés de chaque bureau en main. Croyez-vous vraiment que je ne faisais que la poussière ? Elle sortit de son sac un petit dossier plié, protégé dans une pochette plastique usée par le temps. J'ai trouvé cela, et il y a un nom. Le nom de quelqu'un qui travaille encore dans cette tour. Quelqu'un qui a signé l'ordre de faire taire mon mari. Et ce nom, elle déglutit. Ce nom va vous briser le cœur bien plus que je ne l'ai fait aujourd'hui. Elle posa le dossier sur le bureau et Maxime, la main tremblante, l'ouvrit. Le dossier s'ouvrit sur le bureau et Maxime Laroche sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni secrets brillants. Il y avait des papiers jaunis protégés avec une dévotion quasi religieuse. Et sur la première feuille, écrite d'une écriture serrée et nerveuse d'un homme qui savait qu'il était en danger, se trouvait le rapport que Romain Leclerc avait rédigé peu avant son accident. Maxime lut chaque ligne. Romain avait détecté que les machines du sous-sol étaient au bord de l'effondrement. Il avait averti par écrit que quelqu'un continuait de signer comme réparer des machines qui n'avaient jamais été touchées, que l'argent destiné à la maintenance disparaissait dans l'air et que si personne ne faisait rien, un travailleur finirait gravement blessé. Ce travailleur a fini par être lui-même. Il l'a dénoncé, murmura Maxime, la voix brisée. Il a prévenu et au lieu de l'écouter, ils l'ont fait taire, compléta Amélie. Continuez à lire. Maxime passa à la dernière feuille. C'était l'ordre interne qui classait le rapport de Romain sous le sceau « sans suite ». La signature qui autorisait ce silence aurait dû être au bas du document, mais elle n'y était pas. Quelqu'un l'avait arraché. Le papier était déchiré juste à l'endroit où le nom aurait dû se trouver, avec un soin chirurgical, comme si celui qui l'avait fait savait exactement le poids de cette signature. « Il manque le nom », dit Maxime. « Je sais », répondit Amélie. « Quand j'ai trouvé le dossier oublié dans une archive morte du sous-sol, il était déjà ainsi. Quelqu'un m'a devancé. Quelqu'un dans cette tour savait que ces papiers étaient une bombe et a effacé sa trace. La même personne qui a détourné l'argent de la maintenance. La même qui, des années après, continue de détourner ce que vous appelez des marchandises perdues de l'entrepôt. » Maxime leva brusquement la tête. « Le vol que René me signale. Ce n'est pas le vol d'une femme de ménage, monsieur, » dit Amélie avec un calme glacial. « C'est le même voleur de toujours. Sauf que cette fois, sans s'en rendre compte, ils m'ont presque utilisé comme bouclier. C'est pour cela qu'aujourd'hui ils m'ont désigné.
Quelqu'un avait besoin d'un coupable rapide avant que les comptes ne soient examinés en profondeur. Tout commençait à s'assembler dans l'esprit de Maxime, comme les pièces sombres d'un puzzle qu'il avait lui-même refusé de regarder pendant des années. L'accident, l'argent, le silence, et maintenant un voleur invisible qui continuait d'opérer sous son propre toit, caché derrière un sourire qu'il voyait tous les jours. « Vous savez qui c'est » demanda-t-il. « J'ai un soupçon. » Amélie referma le dossier et le rangea. Mais un soupçon n'est pas une preuve. Et dans cet immeuble, la parole d'une femme de ménage contre celle d'un costume élégant ne vaut rien. Vous-même l'avez constaté aujourd'hui dans le hall. Le coup porta. Maxime baissa le regard. Honteux. « Laissez-moi vous aider, » dit-il soudain. « De l'argent, un meilleur poste, une maison, tout ce dont vous avez besoin. Je dois la vie à votre mari. Laissez-moi rembourser cette dette. » Amélie se leva lentement, et quand elle le regarda, il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Il y avait quelque chose de pire. Il y avait une fierté blessée. « Mon mari ne vous a pas sauvé de l'incendie pour qu'un jour vous achetiez mon silence avec un chèque, » dit-elle. Romain n'a jamais utilisé cette amitié. Il n'a jamais frappé à votre porte pour vous demander quoi que ce soit, pas même quand il mourait. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il disait que la dignité d'un homme ne se mendie pas, et je ne vais pas souiller sa mémoire en la vendant maintenant. Elle prit son sac. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Laroche. Je veux la justice, et ces deux choses ne tiennent pas toujours dans la même enveloppe. » Et sans rien dire de plus, elle quitta le bureau, laissant Maxime seul, affalé dans le fauteuil, le poids d'années d'aveuglement lui tombant dessus comme des décombres. Ce soir-là, Maxime ne put pas travailler, ne put pas signer un seul papier. L'image de cette femme sortant la tête haute, refusant son argent, lui resta plantée dans la poitrine comme une écharde. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de savoir quel genre de vie portait sur ses épaules cette femme qu'il avait vue 1000 fois sans jamais la voir. Alors il fit quelque chose d'impensable pour un homme comme lui. Il la suivit. Il la vit sortir du bâtiment par la porte de service, son sac à l'épaule, marchant les 3 pâtés de maison habituels jusqu'à l'arrêt. Il la vit monter dans un bus urbain bondé, serré entre des inconnus, se tenant à une barre d'une main, tandis que de l'autre elle protégeait son sac contre son corps. Et de son automobile, avançant lentement dans le trafic, Maxime la suivit le long d'avenues qui devenaient de plus en plus étroites, de plus en plus grises, de plus en plus étrangères à son monde de verre. Le bus s'arrêta de nombreuses fois. Amélie descendit dans un quartier qu'il ne connaissait pas, un endroit où le goudron cédait la place à la terre et où les maisons semblaient se soutenir les unes les autres pour ne pas tomber. Maxime se gara à distance, se sentant absurde avec son automobile rutilante au milieu de tant de besoins. Il descendit et la suivit à pied, à l'ombre des murs, le cœur de plus en plus serré. Amélie marcha jusqu'à une modeste construction aux murs écaillés et poussa une porte qui grinça. Maxime s'approcha d'une fenêtre entrebâillée et ce qu'il vit le laissa sans voix. Un enfant l'attendait à l'intérieur. Pas un bébé, mais un garçon de ceux qui ne sont plus des enfants, mais pas encore des hommes. À cet âge fragile où le monde commence à peser trop tôt. Dès qu'il vit sa mère, il courut vers elle et l'embrassa avec une force désespérée. « Tu es là, maman, » dit le garçon. « J'étais inquiet. Aujourd'hui, tu as mis plus de temps. »« Tout va bien, Thomas, » répondit Amélie en lui caressant les cheveux. Ce n'était qu'une longue journée. Maxime observa la scène à travers le carreau embué. La pièce était petite, humble, mais impeccablement propre. Chaque objet était rangé avec ce soin de celui qui n'a pas beaucoup, mais prend soin avec dévotion du peu qu'il possède. Sur une étagère, éclairée par la lumière tamisée d'une lampe, reposait une photographie, et devant elle, placée comme on place une relique sur un autel, il y avait une petite chaussure d'enfant, la même qui était tombée sur le marbre ce matin-là. Thomas suivit le regard de sa mère vers l'étagère. « Tu l'as encore sorti de ton sac ?» demanda le garçon avec un sourire triste. « Je le porte avec moi tous les jours, » répondit Amélie. « Tu sais, il ne me va plus, maman, » dit Thomas en regardant ses pieds maintenant grands. « Cette chaussure, c'est quand j'étais petit, c'est pour ça que je la garde. » Amélie s'assit à côté de lui et prit la petite chaussure entre ses mains. « Tu te souviens qui te l'a offerte ?»« Papa, » murmura le garçon. C'est la dernière chose qu'il a pu t'acheter de ses propres mains, avant qu'il ne puisse plus se lever du lit. La voix d'Amélie se remplit d'une tendresse infinie. Il était si heureux ce jour-là. Il a dit qu'il voulait te voir marcher avec ses chaussures vers un avenir meilleur. C'est pour ça que je la garde. Parce que tant que je l'ai près de moi, c'est comme si ton papa continuait à marcher à nos côtés. Dehors, dans la pénombre, Maxime porta une main à sa bouche pour étouffer le son de ses propres sanglots. Cette petite chaussure n'était pas un objet oublié dans un sac. C'était le dernier câlin d'un père qui n'était plus là. Et lui, ce matin-là, avait permis qu'on la traite comme la preuve d'un crime. « Maman !» dit alors Thomas avec une voix plus grave. « Cette gravité prématurée des enfants qui grandissent avant l'heure. Je sais que tu travailles beaucoup. Je sais que parfois tu ne manges pas pour que je mange. Je le sais, même si tu ne me le dis pas. Il déglutit. J'ai presque l'âge.
Laisse-moi chercher un travail. Ce n'est pas juste que tu portes tout toute seule. Non, répondit Amélie avec fermeté, lui prenant le visage entre les mains. Tu vas étudier. Tu vas faire tout ce que ton père a rêvé que tu serais. Je supporte tout, Thomas. N'importe quoi. Mais tu ne vas pas laisser les livres. C'est le seul pacte que j'ai avec la vie et je ne compte pas le rompre. Le garçon la serra dans ses bras et dans cette étreinte, il y avait des années de sacrifices silencieux, de faim dissimulée, d'amour qui n'a pas besoin de mots. Maxime ne put en supporter davantage. Il recula de la fenêtre en titubant et alors, en se retournant dans la pénombre, son pied heurta une boîte de conserve vide qui roula bruyamment sur le sol de terre. Le son rompit le calme de la nuit. À l'intérieur, la conversation s'arrêta net. On entendit des pas. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas, le garçon, sortit dans l'obscurité avec une lampe de poche tremblante à la main, éclairant le visage de l'homme élégant qui épiait depuis les ombres. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Le garçon le regarda fixement et au lieu de crier, au lieu d'avoir peur, il plissa les yeux comme s'il reconnaissait quelque chose d'impossible. Il baissa lentement la lampe de poche et, d'une voix qui fit s'arrêter le cœur de Maxime, demanda « Vous êtes monsieur de la Tour, l'ami de mon papa ?» Maxime ne parvint pas à articuler un mot. « Mon papa m'a parlé de vous avant de partir », continua Thomas, les yeux pleins de larmes. « Il m'a dit qu'un jour peut-être vous viendriez, et il m'a dit de vous garder quelque chose, de ne le donner à personne d'autre, seulement à vous. » Le garçon mit la main dans sa poche et en sortit une enveloppe pliée, froissée par le temps et par les mains qu'il avait protégées pendant des années. « Je l'ai gardé tout ce temps, » dit-il en attendant, et lui tendit l'enveloppe. Sur le devant, de l'écriture inimitable de Romain Leclerc, il y avait une seule ligne écrite, pour Max, le jour où la vérité te trouvera. Maxime prit l'enveloppe avec des mains qui ne lui obéissaient plus. Le papier était doux avec les années, plié et déplié tant de fois que les coins étaient devenus presque transparents. Il reconnut à l'instant cette écriture serrée et inclinée. C'était la même que celle du rapport, la même avec laquelle, des années auparavant, un garçon lui écrivait des notes collées sur les cartons de l'entrepôt pour lui rappeler de ne pas sauter de repas lorsqu'il travaillait en double service. « Puis-je entrer ?» demanda Maxime, la voix à peine audible. Amélie apparut sur le seuil derrière son fils. Son visage se durcit en le reconnaissant. « Vous m'avez suivi jusqu'à chez moi, » dit-elle, et il y avait plus de douleur que de rage dans sa voix. « Jusqu'ici, monsieur, cela ne vous a pas suffi de m'humilier dans votre tour ? Vous avez tout le droit de me haïr, » répondit-il. « Tout. Mais je vous jure que je ne suis pas venu pour humilier qui que ce soit. Je suis venu parce que je ne pouvais pas dormir sans savoir comment vivait la famille de l'homme qui m'a sauvé la vie. Et pourquoi regardez-vous l'enveloppe ? Parce qu'il semble que votre mari savait que ce jour viendrait. » Thomas regarda sa mère. « Papa m'a fait promettre de te la donner, maman. Seulement à lui. J'ai tenu ma promesse. » Amélie regarda son fils, puis l'homme qui tremblait dans la pénombre, tenant le dernier message de son mari. Quelque chose en elle céda. Non pas la rancune, mais la porte. « Entrez, dit-elle enfin, mais laissez vos excuses dehors. Nous n'en avons pas besoin ici. » Maxime entra dans cette maison humble comme on entre dans un temple. Il s'assit où Amélie lui indiqua, sur une chaise en bois près d'une table modeste et sous la lumière tremblante de la lampe, Thomas et Amélie l'observant en silence, il ouvrit l'enveloppe, commença à lire. « Max, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là et que la vie a finalement croisé ton chemin avec celui de ma famille. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je veux croire que c'est le destin et non le hasard qui t'a mis face à eux. Je ne t'écris pas pour te réclamer quoi que ce soit. Je sais que tu n'as pas su ce qui m'est arrivé. Je te connais depuis que nous étions deux jeunes garçons sans rien, et je sais que le Max qui m'a sorti de cet incendie n'aurait jamais permis qu'on me traite comme on m'a traité. Le problème, vieil ami, ce n'était pas toi. Le problème, c'est que tu as cessé de regarder. Tu as laissé les autres regarder à ta place. Et quand un homme puissant cesse de regarder en bas, il y a toujours quelqu'un de prêt à voler dans l'obscurité qu'il ne surveille plus. J'ai découvert des choses, Max, des choses laides. L'argent de la sécurité des travailleurs disparaissait. Oui, comme ça, fausse signature, réparation qui n'existait que sur le papier. Je l'ai dénoncé et au lieu de m'en remercier, quelqu'un a décidé que je dérangeais. Je ne te demande pas vengeance. Je te demande quelque chose de plus difficile. Je te demande de regarder à nouveau, d'ouvrir les yeux que tu as fermés le jour où tu es devenu riche. Fais-le pour moi, mais surtout fais-le pour eux. Prends soin de mon Amélie, même si elle ne te le permettra jamais, car c'est la femme la plus fière et la plus gentille que tu connaîtras. Et prends soin de mon Thomas. Promets-lui qu'il étudiera, qu'il sera plus que ce que j'ai pu être. Et une dernière chose, Max. Celui qui m'a fait taire n'est pas loin de toi. Il ne l'a jamais été. Il est plus proche que tu ne l'imaginerais jamais. Cherche-le là où tu voudras le moins regarder. Là, juste là est la vérité. Ton frère de cet entrepôt, Romain. Maxime baissa la lettre et pendant un long moment ne fut pas capable de dire quoi que ce soit. Les larmes coulaient librement sur son visage,
sans qu'il ne fasse rien pour les arrêter. L'homme puissant, le propriétaire de la tour la plus haute de la ville, pleurait comme un enfant dans une maison aux murs écaillés. « Il m'a pardonné », murmura-t-il sans même savoir s'il le méritait. « Il m'a pardonné ». Amélie, qui avait lu la lettre par-dessus son épaule, s'assit lentement. Une larme roula sur sa joue. C'était la première fois en toutes ces années qu'elle sentait que le poids qu'elle portait seule avait quelqu'un d'autre prêt à le soulever avec elle. « Il a toujours été comme ça », dit-elle à voix basse. « Il pardonnait avant même qu'on lui demande pardon. Je lui disais qu'il était trop bon pour ce monde, et c'est peu être pour cela que le monde n'a pas su prendre soin de lui. » Maxime plia la lettre avec une révérence infinie et la rangea contre son cœur. « Il a écrit quelque chose ici qui m'a glacé le sang. Il a dit que celui qui l'a fait taire est près de moi, plus près que je ne l'imagine. » Il leva les yeux vers Amélie. « Vous avez dit que vous aviez un soupçon. J'ai besoin que vous me disiez qui c'est. Ce n'est plus seulement la justice pour Romain. C'est maintenant une promesse que j'ai faite à un mort. » Amélie resta silencieuse un long instant, puis se leva, alla jusqu'à un coin de la pièce et déplaça une planche lâche du plancher. De cette cachette improvisée, elle sortit un second dossier, plus épais, plus ordonné, des années de travail patient, d'aubes passées à ramasser des miettes de preuves en nettoyant des bureaux vides. « Je n'ai pas seulement un soupçon, » dit-elle en le posant sur la table, « j'ai un schéma. Pendant tout ce temps, pendant que vous pensiez que je ne faisais que la poussière, j'ai noté les dates où des marchandises disparaissaient, les nuits où certains bureaux restaient allumés tard sans raison, des papiers qui apparaissaient dans la poubelle et qui ne devaient pas y être. » Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des feuilles couvertes d'une écriture petite et soignée, avec des dates à peine signalées comme la nuit de la tempête, le jour de la clôture du trimestre, la semaine où le vieux comptable a été renvoyé, sans marques exactes, mais avec une logique implacable. Chaque fois qu'il manquait de l'argent ou des marchandises, expliqua Amélie, il y avait une constante, une seule personne qui avait toujours accès, une seule personne qui était toujours dans l'immeuble ces nuits-là, une seule personne qui, curieusement, a classé le rapport de mon mari sous le sceau de sans suite. Maxime sentit que l'air devenait dense. « Dites-moi le nom. » Amélie le regarda dans les yeux et pour la première fois hésita, non par peur, mais par compassion envers l'homme qui se tenait devant elle. « Êtes-vous sûr de vouloir le savoir ?» demanda-t-elle. « Car une fois que vous le saurez, vous ne pourrez plus jamais regarder cette personne de la même manière et cela vous fera mal. Cela vous fera mal à l'âme. » « Romain a écrit de chercher là où je voudrais le moins regarder, » dit Maxime, la mâchoire serrée. « Dites-le-moi. » Amélie respira profondément. Elle fit glisser un doigt sur la dernière feuille du dossier, où elle avait écrit d'une main tremblante la conclusion de ces années de silence, et prononça le nom. Maxime resta pétrifié. Le sang quitta son visage. Il se leva de la chaise si brusquement qu'il faillit la faire tomber. « Non, dit-il, ce n'est pas possible. Cette personne a été à mes côtés depuis le début. J'ai eu confiance en elle pour tout, pour l'entreprise, pour mon argent, pour ma vie. »« Je sais, » dit Amélie doucement. « C'est pourquoi ça a si bien fonctionné. Personne ne se méfie de quelqu'un qui est si proche qu'il en devient invisible. Je l'ai appris à mes dépens, monsieur. Parfois, les personnes les plus proches sont celles qui peuvent le plus facilement nous trahir, parce que ce sont celles que nous surveillons le moins. » Maxime marcha de long en large dans la petite pièce, la respiration haletante, secouant la tête, cherchant une explication qu'il ne trouvait pas. « J'ai besoin de preuves, dit-il enfin. Pas une théorie, de vraies preuves. Quelque chose que je puisse présenter devant un juge, devant un conseil, quelque chose que personne ne puisse arracher d'un papier comme ils ont arraché cette signature. Et c'est là que j'ai besoin de vous, répondit Amélie en se levant. J'ai le schéma. Vous avez les clés. Vous avez accès aux archives financières que je ne pourrai jamais toucher. Si nous combinons ce que je sais avec ce que vous pouvez ouvrir, nous attraperons cette personne. Mais il faut que ce soit en silence, car si elle apprend que nous enquêtons, elle fera tout disparaître, comme elle a fait disparaître mon mari. Maxime s'arrêta. Il regarda cette femme, ce garçon qu'il observait d'un coin avec les yeux de son père. Et à cet instant, quelque chose changea en lui pour toujours. Il n'était plus le propriétaire froid d'une tour de verre. C'était un homme avec une dette, une promesse. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, un but. « D'accord ?» dit-il en lui tendant la main. « Nous le ferons ensemble. Pour Romain. » Amélie regarda cette main tendue, la main de l'homme qui ce matin-là avait permis son humiliation, la main de l'homme que son mari avait sauvé, la main d'un allié inattendu. Elle la serra. « Pour Romain, » répéta-t-elle. Mais aucun des deux ne savait qu'à des kilomètres de là, dans un bureau éclairé tard en haut de la tour lumière, quelqu'un venait de recevoir un appel. Une voix nerveuse à l'autre bout du fil murmurait un avertissement. Le patron a été vu sortant derrière la femme de ménage. Les deux sont ensemble. Je crois que la femme sait quelque chose. Et de l'autre côté de la ligne, une main froide raccrocha le téléphone,
ouvrit un tiroir et en sortit un dossier identique à celui qu'Amélie gardait sous le plancher de sa maison, sauf que celui-ci avait encore intact, la signature manquante. Le nom continua de résonner dans la tête de Maxime pendant tout le chemin du retour vers la tour. Renée, sa propre sœur, la femme avec qui il avait partagé son enfance dans cette petite maison, avant l'argent, avant tout, celle qui avait été à ses côtés le jour où ils avaient enterré leur père, celle qu'il avait nommée sa main droite, parce qu'il croyait, c'était la seule personne au monde qui ne le trahirait jamais. Et pourtant, là, dans l'écriture soignée d'Amélie, chaque disparition d'argent, chaque nuit de lumières allumées, chaque papier enterré sous le sceau de « sans suite » menait, comme un fleuve vers la mer, à une seule personne avec la clé de tout. Maxime ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Il devint un étranger dans sa propre maison, observant sa sœur pendant les réunions, cherchant sur son visage les fissures du mensonge, et il les trouvait dans de petits détails. La manière dont Renée changeait de sujet lorsque quelqu'un mentionnait le sous-sol, la façon dont ses doigts se tendaient chaque fois qu'il parlait de revoir de vieux dossiers. « Nous travaillons la nuit », lui avait dit Amélie. « Quand la tour dort, c'est là que la vérité se réveille. » Alors, ils commencèrent les archives financières de la tour Lumière. Elles étaient conservées dans une pièce froide du sous-sol, derrière une porte que seules 3 personnes avaient l'autorisation d'ouvrir. L'une d'elles était Maxime, l'autre Renée. Un matin, quand l'immeuble fut silencieux, Maxime descendit avec sa clé. Amélie l'attendait à l'intérieur avec son uniforme habituel et ses gants rapiécés, car une femme de ménage qui entre dans un étage à ces heures-là ne suscite de soupçons de personne. C'était l'alibi parfait. L'invisibilité qui, pendant des années, avait été sa condamnation, était maintenant son arme. Chercher les mouvements d'argent de l'époque de l'accident de Romain, dit Amélie, en montrant les étagères remplies de dossiers. J'ai les dates, vous avez l'accès. Ils travaillèrent pendant des heures, côte à côte, le propriétaire de l'Empire et la femme qui balayait ses sols, unis par une même douleur, et peu à peu, parmi des milliers de papiers, le schéma commença à émerger. Des chèques émis à des entreprises de maintenance qui n'existaient pas, des factures pour des réparations jamais effectuées, des sommes qui sortaient du compte de sécurité des travailleurs et disparaissaient dans des directions qui ne menaient nulle part, le tout signé d'une même écriture. Maxime tint l'un des chèques sous la lumière tremblante, et sa main commença à trembler. « C'est son écriture », murmura-t-il. « C'est l'écriture de ma sœur. » Mais alors, en vérifiant la sauvegarde numérique sur le terminal de la pièce, il découvrit quelque chose qui lui glaça le sang pour la 2e fois. Les enregistrements électroniques avaient été effacés. Quelqu'un était entré dans le système quelques jours auparavant et avait méticuleusement supprimé chaque trace numérique de ces transactions. « Elle est arrivée avant nous », dit Maxime en s'affalant sur une chaise. « Elle savait que nous venions. Elle a effacé tout le papier. »« Non », dit Amélie en serrant les chèques physiques contre sa poitrine. « Elle a oublié le papier. Les gens comme elle, ils font toujours confiance aux machines et méprisent ce qui est fait à la main. Mais ces chèques sont réels. Nous les avons. » Maxime la regarda avec un mélange d'admiration et d'espoir. « Avec cela, nous pouvons l'arrêter, » dit-il. « Avec cela, tout est fini. » Amélie ne partagea pas son optimisme. Il y avait quelque chose dans le silence de cette pièce, dans la facilité avec laquelle ils avaient trouvé la trace physique qui l'inquiétait profondément. « C'est trop facile, monsieur, » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui a été si précautionneuse pour effacer tout le numérique, oublierait-elle ses papiers ou aurait-elle voulu que nous les trouvions ?» La réponse arriva plus tôt que l'un ou l'autre ne s'y attendait. Le lendemain, alors qu'Amélie marchait les 3 pâtés de maison habituels vers la tour, 2 agents en uniforme l'interceptèrent en pleine rue. L'un d'eux tenait un mandat. « Amélie Dubois, » demanda l'agent, « vous devez nous accompagner. Il y a une plainte formelle contre vous pour vol continu à l'entreprise Lumière, et maintenant, en plus, pour manipulation de documents financiers. » Le monde s'arrêta. « Je n'ai rien volé. » Amélie sentit ses jambes flancher. « Je n'ai rien volé. Vous faites une erreur. Vous expliquerez ça au juge, madame. » Pendant qu'on l'emmenait, les gens à l'arrêt de bus s'arrêtèrent pour regarder. Les mêmes visages anonymes avec lesquels elle partageait chaque matin l'observaient maintenant avec méfiance, murmurant. Et Amélie, les mains tremblantes, ne put penser qu'à une chose. À Thomas, seul à la maison, attendant une mère qui peut-être ne reviendrait pas ce soir-là. « Mon fils, » supplia-t-elle les agents. « S'il vous plaît, j'ai un fils qui m'attend. Il n'a personne d'autre au monde. Vous ne pouvez pas le laisser seul. » Mais les mots se perdirent dans le bruit de la rue. Quand la nouvelle parvint à Maxime, il laissa tomber le téléphone au sol. Il courut comme il ne se souvenait pas avoir couru depuis des années, descendant par l'ascenseur privé, traversant le hall de marbre où tout avait commencé, ignorant les employés qui l'appelaient. Il conduisit lui-même, sans chauffeur, jusqu'au commissariat où Amélie était détenue. Et en arrivant, le cœur battant à tout rompre, il se trouva face à face avec la dernière personne qu'il voulait voir l'attendre à la porte. Renée était là, sereine,
avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri. Elle l'attendait comme on attend un invité. « Mon frère », dit-elle avec un sourire froid, « je savais que tu viendrais en courant pour elle, comme tu es devenu prévisible. Qu'as-tu fait ?» La voix de Maxime trembla de rage. « Qu'as-tu fait à cette femme ? Je sais qui tu es, René. Je sais pour les chèques, pour la maintenance, pour Romain. Je sais tout. » René ne cligna même pas des yeux. « Baisse la voix, » dit-elle calmement. « Tu ne voudrais pas faire une scène à nouveau. »« Cet homme m'a sauvé la vie, » dit Maxime, les yeux ardents. « Et toi, tu l'as détruit. Tu as détruit sa famille pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent. »« Pas pour de l'argent, » répondit-elle. Et pour la première fois, son masque se fendit, laissant apparaître quelque chose d'ancien et damé. « Crois-tu vraiment qu'il s'agit d'argent, Maxime ? Il s'agit du fait que notre père ne m'a jamais regardé, qu'il t'a tout donné à toi, le fils parfait, alors que moi, je n'étais qu'une enfant. Que tu as rempli cette entreprise de tes petits amis de l'entrepôt, de tes Romains, alors que moi, ta propre sœur, je devais mendier une place à la table. » Sa voix s'aiguisa. « J'ai construit cet empire autant que toi. J'ai seulement pris ce qui me revenait. Ce que tu as fait est inqualifiable, » dit Maxime. « Et tu vas le payer. J'ai les chèques, j'ai des preuves. » Et alors René sourit. Un sourire lent, venimeux, le sourire de celle qui a gardé la meilleure carte pour la fin. Les chèques. Elle mit la main dans son sac et en sortit un dossier, le même que Maxime avait vu au sous-sol. Le même, sauf que celui-ci avait encore intact, la signature complète au bas du document qui ordonnait de faire taire Romain. « Allez-y, présentez-les, montrez au monde les chèques signés par moi. Mais avant, lisez ceci attentivement, mon petit frère. » Elle lui tendit le papier. Et Maxime, avec un mauvais pressentiment grandissant dans sa poitrine, lut l'ordre qui classait le rapport de Romain, celui qu'il avait condamné. Et au bas, à côté de la signature de René, il y avait une autre signature, une deuxième paraphe qui autorisait le classement, une signature que Maxime reconnut à l'instant, parce qu'il l'avait apposée lui-même des milliers de fois sans lire, faisant aveuglément confiance à celui qui lui mettait les papiers sous les yeux, sa propre signature. « Tu vois » murmura René en s'approchant de son oreille, « tu n'as jamais rien lu. Tu signais tout ce que je te mettais sous les yeux. Alors techniquement, cher frère, l'ordre qui a laissé mourir ton cher Romain porte aussi ton nom. Si je tombe, tu tombes avec moi. Et cette pauvre veuve-là, dedans découvrira que l'homme qui prétend vouloir l'aider est, sur le papier, aussi coupable de la mort de son mari que moi. » Maxime manqua d'air. Le document trembla dans ses mains. Derrière la vitre du commissariat, Amélie l'observait et bien qu'elle ne pût entendre les mots, elle vit le visage de Maxime se décomposer. Elle vit le dossier, elle vit le sourire triomphant de René. Et pour la première fois depuis la mort de son mari, Amélie sentit que le sol ferme de l'espoir s'ouvrait sous ses pieds. Maxime relut cet ordre encore, et chaque fois la signature au bas lui pesait davantage, comme une pierre attachée à son cou. C'était sa paraphe, il n'y avait aucun doute. Mais à mesure qu'il la regardait, la mémoire commença à lui rendre la vérité enterrée. Il se souvint de ces jours chaotiques où il était revenu de l'étranger après des mois, passé à conclure des affaires à l'autre bout du monde. Il se souvint de l'énorme pile de documents que René lui avait mis sous les yeux à peine descendu de l'avion. Épuisé, avec la promesse que tout était vérifié et en ordre. « Signe-les et repose-toi, mon frère », lui avait-elle dit. « Alors, je me suis occupé de tout pendant ton absence. » Et il avait signé des dizaines, des centaines de papiers sans en lire un seul, faisant confiance, toujours confiance. Parmi ces documents, mélangés comme un serpent parmi les fleurs, se trouvait l'ordre qui enterrait le rapport de Romain. « Tu m'as utilisé comme bouclier depuis le début », murmura Maxime, levant les yeux vers sa sœur. « Tu as mis ma signature là exprès pour que si un jour cela se découvrait, je tombe avec toi. »« Tu apprends vite », répondit René avec froideur. « Tu as toujours été le favori, mais même le fils parfait a un prix. Et le tien a été ta propre habitude de ne jamais regarder ce que tu signais. » Maxime ferma les yeux. Il pouvait sentir le poids du piège se refermer. S'il présentait les preuves, René montrerait cette signature et l'entraînerait avec elle. La veuve découvrirait qu'il était, sur le papier, aussi coupable de la mort de Romain, et la promesse qu'il avait faite à un mort deviendrait la plus amère des ironies. Un homme plus petit aurait cédé, aurait détruit les preuves, aurait négocié, aurait sauvé son propre nom en échange du silence. Mais quelque chose avait changé en Maxime depuis la nuit de la petite chaussure. « Tu as raison », dit-il enfin avec un calme qui surprit René. « Ma signature est là et je vais en répondre. »« Quoi ? J'ai signé sans lire. J'ai fait confiance à qui il ne fallait pas. Et à cause de cette négligence, un homme bon n'a pas obtenu justice. » Maxime se redressa. « Cela me rend coupable, René. Non pas de voler, non pas de tuer, mais de fermer les yeux. Et je vais l'assumer devant qui il le faudra. Je préfère tomber en disant la vérité que régner sur un mensonge
même si cela me coûte tout ce que j'ai. Pour la première fois, le masque de René se fissura complètement. Elle n'avait pas prévu cela. Elle avait parié que son frère, comme tout homme puissant, choisirait de se protéger. Elle n'avait pas prévu que la fierté d'un riche puisse plier devant la mémoire d'un pauvre. « Tu mens », dit-elle, la voix pour la première fois incertaine. « Personne ne jette sa vie par la fenêtre pour une femme de ménage et son morveux. Ce morveux, comme tu l'appelles, est le fils de l'homme qui m'a porté sur son dos à travers les flammes, » répondit Maxime. « Et cette femme de ménage a lutté avec plus d'honneur en un seul jour que toi et moi n'en avons eu de toute notre vie. » Pendant ce temps, dans une salle froide du commissariat, Amélie attendait, les mains jointes sur une table métallique. Elle ne pleurait pas. Elle avait déjà trop pleuré dans sa vie pour gaspiller des larmes devant ceux qui l'avaient enfermée sans l'écouter. Elle ne pensait qu'à Thomas. « J'ai besoin de passer un coup de fil », demanda-t-elle à l'officier de permanence pour la 3e fois. « Mon fils est seul. C'est juste un garçon. Il n'a personne d'autre. » L'officier, un homme au visage fatigué, la regarda un long instant, et quelque chose dans la dignité sereine de cette femme le fit douter de la plainte qu'il avait sur son bureau. « Est-ce vrai que vous travaillez comme femme de ménage à la Tour Lumière ?» demanda-t-il. « Des années entières, » répondit Amélie. « Je n'ai jamais manqué. Je n'ai jamais pris autre chose que des ordures qu'ils allaient jeter. Vous pouvez demander à n'importe qui de l'équipe de nuit. » L'officier fronça les sourcils, regarda à nouveau les papiers. Quelque chose ne collait pas. La plainte était arrivée avec une rapidité suspecte, signée par quelqu'un de très haut, avec une insistance qui sentait plus la vengeance que la justice. À ce moment, la porte de la salle s'ouvrit brusquement et Maxime entra. « Relâchez-la, dit-il, haletant. Cette femme est innocente et j'ai les preuves pour le démontrer. » Derrière lui entra René, pâle, suivi de 2 avocats qui parvenaient à peine à suivre la scène qui s'effondrait. « Ne l'écoutez pas, » tenta René. « Cet homme est confus, il est manipulé par Seth. »« Silence !» la coupa Maxime, et sa voix résonna dans la salle avec une autorité nouvelle. « C'est fini, René. » Il posa sur la table de l'officier un épais dossier, les chèques physiques, les factures d'entreprise fantômes, et par-dessus tout, l'ordre avec les 2 signatures. « Cette femme n'a rien volé, » déclara-t-il. « Pendant des années, quelqu'un a détourné l'argent de la sécurité de mes travailleurs et des marchandises de mes entrepôts. Cette même personne a classé la plainte d'un employé qui avait découvert la fraude, le condamnant. Et aujourd'hui, cette personne a tenté de blâmer une femme innocente pour masquer sa trace. » Il montra l'ordre. « Voici les preuves. » Et oui, officier, au bas de ce document, il y a 2 signatures. L'une est celle de ma sœur Renée Laroche, l'autre est la mienne. Un silence absolu tomba dans la pièce. Amélie leva la tête, le regardant sans comprendre. « J'ai signé ce papier sans le lire il y a des années, faisant aveuglément confiance à qui ne le méritait pas, » continua Maxime d'une voix ferme, mais les yeux humides. « Cela me rend responsable par négligence, et je suis prêt à répondre devant la loi pour cela, avec toutes les conséquences. Mais je ne permettrai pas qu'une femme innocente paie pour un crime que nous avons commis, à commencer par moi. » René recula, cherchant sur les visages de ses avocats une issue qui n'existait plus. La rapidité avec laquelle elle avait orchestré la fausse plainte, l'insistance, la signature d'en haut pressant pour une arrestation express. Tout se retournait maintenant contre elle, dessinant la carte exacte de sa culpabilité. « Enregistrez ceci », ordonna l'officier à son collègue en prenant le dossier, « et que personne ne sorte d'ici avant que nous ayons éclairci qui a dénoncé cette dame et pourquoi. » Amélie se leva lentement. Elle regarda Maxime, cet homme qui venait de risquer son nom, son entreprise, sa liberté, juste pour ne pas la laisser tomber. Le même homme qui, quelques jours auparavant, avait permis son humiliation dans un hall de marbre. « Pourquoi ?» lui demanda-t-elle à voix basse. « Avec cette signature, vous auriez pu me laisser sombrer et vous sauver. Personne n'aurait su. Parce que votre mari est retourné dans un immeuble en flammes pour moi quand il était plus facile de fuir, » répondit Maxime. « Le moins que je puisse faire est d'entrer dans le feu pour sa famille, même si je me brûle. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. Quelques heures plus tard, Amélie sortit du commissariat, libre, la plainte démontée et une enquête officielle ouverte, cette fois contre les vrais coupables. L'air de la nuit ne lui avait jamais semblé si pur, mais à peine eut-elle franchi la porte qu'une pensée la traversa comme un éclair. « Thomas », murmura-t-elle, « il est seul depuis trop d'heures. » Maxime n'hésita pas un instant. « Mon automobile est dehors, je vous y emmène. » Ils traversèrent la ville en silence. La femme du bus et le propriétaire de la tour, unis maintenant par quelque chose de plus fort que le passé. Et quand ils arrivèrent au quartier aux rues de terre, Amélie courut vers sa maison, le cœur au bord des lèvres, poussa la porte et s'arrêta net. La pièce était vide, la lampe allumée, la photographie de Romain à sa place, mais la petite chaussure de l'étagère avait disparu. Et sur la table, écrite d'une écriture tremblante de jeune garçon, il y avait un papier. «
Maman, si tu lis ceci, ne t'inquiète pas. J'ai vu par la fenêtre quand les policiers t'ont emmené. J'ai entendu qu'ils disaient que c'était pour vol par l'entreprise de la tour. Je ne vais pas te laisser accuser. Je suis allé chercher la vérité moi-même. J'ai pris la chaussure de papa pour avoir du courage. Pardonne-moi. Je reviens vite. Je t'aime. Thomas. Amélie laissa tomber le papier, la main sur la poitrine. Non, murmura-t-elle. Non, mon fils. Tu ne sais pas ce qu'il y a là. Bah, tu ne sais pas de quoi ces gens sont capables. Maxime lut la note par-dessus son épaule et son visage s'assombrit. Où irait-il? Demanda-t-il. Où va un garçon chercher la vérité? Amélie leva les yeux, et la terreur se dessina dans ses yeux. Au seul endroit où il pense qu'elle se trouve, dit-elle, à la tour. Et à cet instant, le téléphone de Maxime vibra. Un message du chef de la sécurité de la Tour Lumière, envoyé quelques minutes auparavant. Monsieur, un mineur est entré dans le bâtiment en vous demandant ainsi que mademoiselle Renée. Il dit qu'il a des preuves concernant son père. Mademoiselle Renée a demandé à lui parler seule au sous-sol. Ils descendent maintenant. Le sous-sol, le même endroit où tout avait commencé, le même endroit où Romain était tombé. Maxime et Amélie se regardèrent et la même pensée glaça le sang des deux. René est acculé, dit Maxime, courant déjà vers l'automobile. Et il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a déjà tout perdu. L'automobile traversa la ville comme une flèche dans la nuit. Amélie était assise sur le siège passager, la note de son fils serrée entre les mains, répétant son nom à voix basse comme une prière. Maxime conduisait la mâchoire serrée, brûlant les feux rouges, sans quitter des yeux la route qui les ramenait à la Tour Lumière. « Ça va aller, dit-il, bien qu'il ne sût s'il le disait pour elle ou pour lui-même. Nous allons arriver à temps. »« Vous ne connaissez pas René comme je l'ai connu ces dernières années, » répondit Amélie d'une voix brisée. « Je l'ai vu de loin, monsieur. Je l'ai observé pendant que je nettoyais. Une personne capable de laisser mourir un homme pour couvrir sa cupidité ne s'arrête pas devant un garçon, et maintenant elle est acculée. Maintenant, elle n'a plus rien à perdre. » Maxime appuya sur l'accélérateur. « Alors, nous allons lui enlever cette idée de la tête, » dirent-ils tous les deux. Dans le sous-sol de la tour, sous le bourdonnement des vieilles machines éteintes, Thomas avançait avec la lampe de poche tremblante dans une main et la petite chaussure de son père dans l'autre. L'endroit était immense, froid, rempli d'ombres qui semblaient bouger. Il y avait des tuyaux rouillés qui pendaient du plafond, des structures métalliques couvertes de poussière, un silence pesant qui pénétrait les os. C'était l'endroit où son père avait travaillé, l'endroit où son père était tombé. Et même si la peur lui serrait la poitrine, le garçon continuait de marcher, car il y avait quelque chose de plus fort que la peur qui le poussait en avant, l'amour pour sa mère. « Je sais que la vérité est ici, papa », murmura-t-il en serrant la chaussure contre sa poitrine. « Aide-moi à la trouver. »« Quel courage !» dit une voix derrière lui. Thomas se retourna brusquement. Renée se tenait sous l'unique lampe allumée, élégante, sereine, les mains croisées devant elle. Elle le regardait avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri. « Tu es descendu tout seul, n'est-ce pas ?» dit-elle en faisant un pas lent vers lui. « Si courageux, si ressemblant à ton père. Lui aussi croyait que la vérité le sauverait. Regarde ce qui lui est arrivé. Vous avez tué mon papa, dit Thomas, et sa voix trembla, mais il ne recula pas. Je n'ai tué personne, répondit René avec un sourire froid. Ton père a eu un accident regrettable. Les vieilles machines sont dangereuses, tu sais, ici en bas. N'importe quoi peut arriver à un enfant qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Thomas sentit le danger dans l'air, dense comme la poussière. Il fit un pas en arrière, mais son dos heurta une structure métallique froide. « J'ai des preuves », dit-il en s'accrochant à la seule chose qui lui restait. « Ma maman a tout noté, et moi je l'ai vu. J'ai vu les papiers. Je sais ce que vous avez fait. » Le sourire de René s'évanouit. « Quel papier ?» demanda-t-elle. Et pour la première fois, sa voix perdit son calme. « Qu'as-tu vu exactement, garçon ?»« Tout », mentit Thomas, le cœur battant à tout rompre. « Et je ne suis pas le seul. De l'aide arrive. Vous ne vous en tirez pas. » René le regarda longuement, mesurant si le garçon disait la vérité. Et dans le doute, dans cet instant d'hésitation, on entendit le rugissement d'un moteur en haut, le crissement de frein, des pas précipités qui descendaient par l'escalier de secours. « Thomas !» La voix d'Amélie retentit dans le sous-sol comme un coup de tonnerre. « Thomas, où es-tu, maman ?» cria le garçon. « Je suis là, ici !» René se tourna vers l'escalier, et son visage se décomposa en voyant apparaître Amélie, et derrière elle son propre frère. Elle était encerclée, acculée dans le même sous-sol où elle avait enterré son premier secret. Amélie courut vers son fils et le serra dans ses bras avec une force désespérée, lui palpant le visage, les épaules, s'assurant qu'il était entier. « Tu vas bien ? Il t'a fait quelque chose ?» demanda-t-elle en larmes. « Ne fais plus jamais ça. Tu entends ? J'ai failli mourir, mon fils. J'ai failli mourir. Pardon, maman » sanglota Thomas en s'accrochant à elle. « Je voulais juste te sauver. Je ne voulais pas qu'on te blâme pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Maxime, pendant ce temps,
avança lentement vers sa sœur. « C'est fini, René, dit-il. La police a déjà les chèques, les factures, l'ordre avec nos signatures. J'ai tout déclaré, j'ai assumé ma part. Il n'y a plus rien que tu puisses faire. Aucun papier à arracher, aucune signature à cacher. Tu es seul. » René recula jusqu'à se retrouver sous la lampe, et la lumière crusculta les ombres de son visage. Un instant, le masque de la femme puissante tomba complètement, et en dessous apparut quelqu'un de plus petit, de plus ancien, une enfant qui ne s'était jamais sentie suffisante. « Tu ne comprends pas, dit-elle et sa voix se brisa. Tu n'as jamais compris. Toute une vie dans l'ombre. René, aide ton frère. René, prends exemple sur ton frère. J'ai travaillé autant que toi, j'ai donné les mêmes années, les mêmes nuits. Et quand papa est mort, à qui a-t-il laissé son nom, sa chaise, son empire? À toi, toujours, à toi. Je n'ai fait que prendre ce que personne n'a voulu me donner. Ce que tu as pris avait un propriétaire, répondit Maxime, avec douleur, mais sans céder. Ça appartenait aux travailleurs qui se brisent le dos là-haut. Ça appartenait à Romain. Ça appartenait à ce garçon qui a grandi sans son père à cause d'une signature que tu as cachée. Il secoua la tête. Papa s'est trompé en ne te voyant pas, René. C'est vrai, mais cela ne te donnait pas le droit de voler la vie à une famille entière pour te venger. Les mots tombèrent sur René comme une sentence. Elle regarda Amélie, qui serrait son fils dans ses bras. Elle regarda la petite chaussure usée que le garçon tenait encore. Et quelque chose dans cette image, dans cette mère et cet enfant, unis par un objet si petit et si chargé d'amour, traversa enfin la carapace qu'elle avait construite pendant des années. « Je ne voulais pas qu'il meure, dit-elle, et pour la première fois, les larmes lui montèrent aux yeux. Je voulais juste qu'ils se taisent. J'ai signé l'ordre pour qu'ils arrêtent d'enquêter. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé aux machines. Je n'ai pas pensé à lui. » Sa voix se brisa complètement. « Je ne pense jamais aux gens. Ça a toujours été mon problème. » « Alors, commencez à penser maintenant, » dit Amélie en se levant sans lâcher Thomas. « Regardez cet enfant. Regardez-moi. Nous sommes les personnes auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et malgré tout ce que vous avez fait, nous sommes toujours là, debout. C'est ce que vous n'avez jamais compris, madame, que la dignité ne se vole pas avec une signature. Elle se porte en soi, ou on l'a, ou on ne l'a pas. Et tout votre argent n'a jamais pu vous acheter celle qui nous déborde. » René ne répondit pas. Elle s'agenouilla sur le sol froid du sous-sol, le visage entre les mains, et pour la première fois de sa vie, elle pleura sans masque, sans calcul, sans public à impressionner. Elle pleura comme une personne qui vient de se voir dans le miroir et ne supporte pas ce qu'elle y trouve. Quelques minutes plus tard, les lumières bleues des voitures de police teintèrent les murs du sous-sol. L'officier au visage fatigué, le même qui avait douté de la plainte contre Amélie, descendit avec ses collègues. L'enquête ouverte cette même nuit, ajoutée aux preuves que Maxime avait remises, avait progressé avec une rapidité qu'il n'attendait pas. « René Laroche, » dit l'officier, « vous allez devoir nous accompagner. » René se leva lentement. Il n'y avait plus d'arrogance en elle. Avant qu'on ne l'emmène, elle s'arrêta un instant devant Amélie. Elle la regarda dans les yeux. « Je suis désolée, » dit-elle dans un murmure à peine audible. « Ça ne répare rien, on l'est. Je sais, mais j'avais besoin de vous le dire. Je suis désolée. » Amélie la regarda longuement, et avec une force que seuls ceux qui ont vraiment souffert possèdent, répondit « Mon mari m'a demandé avant de partir de ne haïr personne, car la haine ne ramène pas les morts. » Elle prit une inspiration. « Je ne vous pardonne pas encore. Peut-être que je ne le pourrai jamais, mais je ne porterai pas non plus votre culpabilité en moi. C'est vous qui la portez maintenant. C'est votre punition, et elle est plus lourde que n'importe quelle barre. » René baissa la tête et se laissa emmener vers la surface, vers la lumière, vers le monde qu'elle avait trahi. Cette nuit-là, aucun des trois ne dormit. Ils restèrent dans l'humble maison d'Amélie, la lampe allumée, traitant en silence tout ce qui s'était passé. Maxime, assis sur la même chaise en bois que quelques jours auparavant, regardait la photographie de Romain sur l'étagère. « Je lui ai fait une promesse, » dit-il enfin, brisant le silence. « Dans sa lettre, il m'a demandé de prendre soin de vous, de regarder à nouveau, et je compte la tenir. Pas par charité, » ajouta-t-il rapidement, voyant qu'Amélie ouvrait la bouche pour protester. « Je sais que vous ne l'accepteriez pas, et vous avez raison. Je vous le propose autrement. »« De quelle manière ?» demanda-t-elle méfiante. « La justice, » répondit Maxime. « La vraie, celle que votre mari demandait dans son rapport et que personne ne lui a donnée. » Et ainsi, au fil des semaines, cet homme qui avait passé des années sans regarder en bas, consacra chacun de ses jours à regarder. Il affronta le conseil de son entreprise, assuma publiquement sa responsabilité d'avoir signé sans lire et, au lieu que cela ne le coule, comme René l'avait parié, son honnêteté le releva aux yeux de tous. Un homme puissant qui s'incline devant la vérité émeut plus que 1000 hommes qui se cachent derrière elle. Il répara chaque machine du sous-sol, rénova de fond en comble le système de sécurité que Romain avait dénoncé des années auparavant et créa,
avec son propre nom et son propre argent, un fonds permanent pour les familles des travailleurs victimes d'accidents, afin que plus jamais une veuve n'ait à vendre son alliance, ni un enfant à grandir dans une maison au mur, écaillée à cause de la cupidité d'un autre. Il l'appela la Fondation Romain Leclerc. Le jour de l'inauguration, avec une simple plaque dans le hall de marbre de la Tour Lumière, le même hall où Amélie avait été humiliée, Maxime demanda qu'elle coupe le ruban. Les mêmes employés qui un jour avaient baissé les yeux devant sa honte applaudissaient maintenant debout, beaucoup d'entre eux les yeux humides. « Je ne mérite pas cet honneur », dit Amélie devant tous, la voix tremblante. « Celle qui devrait être ici est la vérité, et la vérité a le visage de mon mari qui a donné sa vie sans rien recevoir en retour. Si cette fondation existe, c'est parce qu'il n'a jamais cessé de croire que la bonté, même tardive, trouve toujours le chemin du retour. Il n'y eut pas un seul œil sec dans cette salle, mais la vie, qui connaît les grandes et petites justices, avait encore un chapitre tendre à écrire. Amélie n'a jamais cessé d'être une femme de travail. La fierté que son mari admirait tant ne le lui permettait pas, mais elle ne nettoyait plus les sols des autres à l'aube. Maxime lui offrit, et elle accepta, après de nombreux refus, de diriger la fondation qui portait le nom de son mari. Personne de mieux qu'elle, qui avait connu la faim et l'injustice de l'intérieur, pour tendre la main à ceux qui les vivaient maintenant. Chaque matin, elle continuait de prendre le bus, non pas parce qu'il lui manquait quelque chose, mais parce qu'elle disait qu'en haut, parmi les gens ordinaires, parmi les visages fatigués qui allaient gagner leur pain, c'était là que se trouvaient les gens que la fondation existait pour aider. « Le jour où je cesserai de prendre ce bus, dit-elle un jour à Maxime, sera le jour où je commencerai à oublier d'où je viens. Et celui qui oublie d'où il vient, tôt ou tard, cesse de regarder, comme vous-même l'avez appris. » Maxime sourit en l'écoutant parce qu'elle avait raison, toujours. Et Thomas, le garçon qui une nuit descendit seul dans un sous-sol obscur avec la chaussure de son père pour toute armure, tint, année après année, la promesse que sa mère avait arrachée à la vie. Il ne laissa pas les livres. Il étudia avec une fin différente, celle de celui qui sait le prix de chaque opportunité, et quand vint le temps de choisir un chemin, il ne choisit ni l'argent facile ni la vengeance. Il choisit le droit. Il choisit d'apprendre les lois qui un jour avaient fait défaut à son père pour qu'elles ne fassent plus jamais défaut à personne d'autre. « Pourquoi le droit ?» lui demanda Maxime un après-midi, en le voyant réviser ses notes à la table de cette même maison qu'Amélie avait insisté à conserver, bien qu'elle pût maintenant la quitter. « Parce que mon papa a écrit la vérité sur un papier, » répondit le jeune homme sans lever les yeux. « Et personne n'a voulu la lire. Je veux être celui qui la lit, celui qui la défend, pour que la prochaine fois qu'un travailleur dénoncera quelque chose, il y ait quelqu'un de l'autre côté prêt à l'écouter. » Maxime dut détourner le regard pour que le garçon ne le voie pas s'émouvoir. Au fil des saisons, la maison aux murs écaillés se transforma non pas en un palais, Amélie ne l'aurait jamais permis, mais en un foyer digne. Et dans un coin du salon, sur une nouvelle étagère, à côté de la photographie de Romain souriant, continua de reposer la petite chaussure usée à la semelle attachée avec un lacet pour qu'elle ne s'ouvre pas. Un après-midi, déjà proche du printemps, Maxime leur rendit visite. Il trouva Amélie contemplant cette chaussure avec un sourire serein sur le visage. « Savez-vous une chose, monsieur ?» lui dit-elle, sans quitter des yeux la relique. « Pendant des années, j'ai gardé cette chaussure parce que c'était la dernière chose que Romain avait offerte à notre fils. Je la portais dans mon sac tous les jours jusqu'à la tour, et en revenant, comme on porte un morceau de son âme. C'était ma manière de sentir qu'il continuait à marcher à nos côtés. » Elle prit la petite chaussure entre ses mains. « Mais il y a peu, j'ai compris quelque chose. Cette chaussure ne me parle plus d'une mort, elle me parle d'un chemin. » Elle leva ses yeux brillants. Romain a dit le jour où il l'a achetée, qu'il voulait voir son fils marcher avec ses chaussures vers un avenir meilleur. Et même s'il n'est pas là pour le voir, cet avenir est arrivé. Notre fils marche vers lui la tête haute, sans avoir eu à voler, ni à haïr, ni à se vendre. Sa voix se remplit d'une paix profonde. Cette chaussure est si petite qu'elle ne va plus à personne. Mais regardez-la bien, monsieur. C'est elle qui nous a appris à tous à marcher à nouveau. Maxime regarda cet objet humble et comprit que dans toute sa vie, entouré de choses chères et brillantes, il n'avait jamais rien possédé d'aussi précieux que cette petite chaussure à la semelle attachée avec un lacet. « Romain avait raison dans sa lettre, » dit-il, la voix épaissie par l'émotion. « J'avais cessé de regarder. Je suis devenu un homme si haut que je ne voyais plus le sol que je foulais. Et il a fallu une femme qui arrivait en bus tous les jours, en portant un demi-pain, et la chaussure d'un enfant pour m'apprendre à regarder à nouveau, pour me rappeler que la vraie richesse ne monte jamais en ascenseur. Elle monte en bus avec les gens ordinaires, la tête haute, même si le monde entier décide de ne pas la regarder. » Amélie sourit. Dehors, l'après-midi tombait, doré sur les rues du quartier, et au loin le son incomparable d'un bus annonçait que la vie, avec toute sa dureté et toute sa tendresse,
continuait son chemin. « Savez-vous ce qui est le plus étrange de tout, monsieur ?» dit Amélie en replaçant la petite chaussure à côté de la photographie. « Que ce matin-là, quand on m'a montré du doigt devant tout le monde et qu'on m'a fait ouvrir mon sac, j'ai pensé que c'était le pire jour de ma vie. J'ai pensé que j'avais perdu le peu qu'il me restait. Mon travail, mon nom, ma dignité. » Elle ferma les yeux un instant. Et il s'est avéré que c'était le jour où la vérité, après tant d'années, a enfin trouvé la porte de ma maison. Parfois la vie nous humilie non pas pour nous détruire, mais pour obliger le monde à regarder ce qui a toujours été là, invisible, attendant d'être vu. Et ainsi, dans ce foyer simple, où l'amour avait vaincu la cupidité, où le pardon avait pesé plus que la rancune, et où une petite chaussure usée avait appris à 3 personnes brisées à marcher à nouveau, resta gravée pour toujours la leçon qu'aucune tour de verre, aussi haute fût-elle, n'avait jamais réussi à enseigner. Que personne n'est invisible, qu'aucun acte de bonté ne se perd complètement, et que tôt ou tard la vérité revient toujours à la maison.